Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris pour notre émission On refait le salon. On est dans le cadre du salon d'agriculture et j'ai le plaisir d'accueillir François Calfon. Bonjour François. Eh bien bonjour à vous, grand plaisir d'être avec vous. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes député européen, tendance PS, place publique. Voilà, juste à vos côtés, Sophie Dias. Tout à fait, bonjour, merci Jean-Paul pour l'invitation. Influenceuse et qui produit notamment un podcast. Alors je dirais pas influenceuse, mais si tu veux, effectivement je suis la créatrice du podcast agricole Écho de ferme qui donne la parole à nos agriculteurs et agricultrices sur les territoires. Juste à vos côtés, un invité mystère, qu'on verra après puisqu'il est mystère, on ne va pas le voir maintenant. Et à ma droite, Maxime Tronche. Bonjour Maxime. Bonjour, merci Maxime, pour l'invitation. Voilà, Maxime qui va nous parler de la bière de La Meuse, voilà, et de la brasserie Amara. Exactement. À vos côtés, Thierry Melnotte, on prononce comme ça? Oui, Melnotte. Très bien. Melnotte. Bonjour Thierry à tous, Melnotte, merci. directeur général de Pink Lady, une fabuleuse histoire de pommes. C'est bien ça. Exactement. Je Et vous raconterai juste ça. à mes côtés, Sylvie Delaurier, présidente de l'association des fraises du Lot-et-Garonne. Et elle est venue, chacun vous êtes venu avec vos produits. Voilà, donc bonsoir tout le monde, enfin bonjour, je ne sais pas comment vous voulez. Ouais, bonjour, Et bonsoir, donc, ça dépend à c'est quelle heure on donc la regarde. La gariguette du Lot-et-Garonne, la Et première fraise qui annonce le printemps. Voilà, exactement. Et on aura je vois que certains ont commencé à la déguster Et oui, déjà. on est des petits coquins, on a mangé cette formidable fraise. Bon, et puis on a un invité mystère et j'accueille Christian Dagneau qui nous rejoint, qui va prendre place juste derrière. Christian Dagneau, c'est un agriculteur de Charente qui était président de chambre d'agriculture. Alors vous le savez, il y a eu des élections aux chambres d'agriculture. Et Christian, t'as un agro sur la patate. Ça fonctionne ? Ça marche bien. Oui, écoutez, gros sur la patate, l'expression n'est peut-être pas tout à fait ça, mais en tout cas, je fais partie de celles et ceux qui se battent au quotidien pour défendre cette belle profession. Et Dieu sait que si pendant 6 ans, on a travaillé dur dans les missions qui sont les nôtres, mais aussi en allant au-delà. Donc, vous êtes influenceuse, donc la communication positive, voilà, je vous donne ça c'est ce que je produis, moi, des ondes positives. Ouais, et donc, en tout cas, nous, on a perdu les élections de chambre sur notre département. Et voilà, donc on a trop travaillé, c'est ce que je voulais quand même dire, c'est qu'on a bossé les dossiers jusqu'au dernier jour. Et on aurait mieux fait d'aller faire des vidéos sur TikTok pour donner plutôt, on aurait mieux fait d'appeler une influenceuse pour se faire voir que de continuer à travailler nos dossiers, parce que finalement, on était au cœur des sujets, l'ensemble des dossiers. L'État nous donne des missions tous les ans en plus. Et puis voilà, dans le coup, on n'a pas passé suffisamment de temps pour faire de la politique. Donc, mais on était quand même avant tout, et c'était notre objectif, au service de nos agriculteurs, et c'est bien ce qu'on veut continuer à faire. Christian, il faut que j'explique que tu es tendance FNSEA. Oui. Et tu t'es fait sortir par la coordination rurale. Et tu dis, toi, tu as bossé, alors qu'on fait des vidéos sur TikTok? Ah oui, d'une manière générale, oui, je pense que quand on prend cette année de mobilisation 2024, tout le monde s'est mobilisé. Il y en a qui ont été plus visibles que d'autres, voilà, et pas pour forcément les mêmes raisons. Ce qui est important, c'est que moi, ce qu'il faut, c'est qu'on amène des solutions aux agriculteurs. Et qu'est-ce que va retenir l'histoire? L'histoire va retenir que quand une profession traverse un problème économique majeur, notamment dans certaines régions, où on a un problème de compétitivité sur nos exploitations, je parle des zones intermédiaires, et bien sur cette année-là, il valait mieux faire de la visibilité que d'aller s'occuper des dossiers au niveau de la région, au niveau de l'État, etc., ou au niveau de l'Europe. Ouais. Mais ça, c'est le court terme. Au final, il faut continuer à travailler. C'est ce que je ferai en dehors de la Chambre d'agriculture, parce que la Chambre d'agriculture, c'est un outil parmi tant d'autres. Et puis, il faut continuer à se battre, parce que ce métier en vaut la peine. Et mon combat de demain, moi, ça sera de me battre. Ce qu'on avait commencé à lancer, c'est sur les zones intermédiaires. Ouais, mais c'est vrai que ça a mis du temps quand même à démarrer cette campagne. On ne vous voyait jamais démarrer de façon nationale. La FNSEA, vous avez démarré quand? Au 15 décembre? On a démarré en début d'année 2024 pour la mobilisation en janvier. Ouais. Un an avant. Voilà. Mais on a l'impression que c'était un peu poussif quand même mais au départ. Ce qu'il faut savoir, c'est que de janvier à juin, en juin 2024, qu'est-ce qui s'est passé? La loi d'orientation a été votée à l'Assemblée. Donc tout le travail qu'on a fait, et après il a fallu attendre qu'il y ait un Premier ministre, un gouvernement pour que le Sénat le valide. Donc ça aussi, on en paye. Si la loi d'orientation qui nécessite des améliorations, on est d'accord, était arrivée plus tôt, on n'en serait certainement pas là. Mais on a continué à bosser les dossiers, alors qu'on aurait peut-être mieux fait d'expliquer tout ce qui allait arriver. Mais il fallait encore que les agriculteurs aient envie de l'entendre. Parce que mais dans Christian, un contexte... c'est vieux comme le monde. Les socialistes, quand ils étaient au pouvoir, ils se sont fait dégager. Puis là, maintenant, qu'ils veulent reconquérir le pouvoir,
En fait, quand j'entends ça, je me dis que, et en politique et dans le syndicalisme agricole, ce qui préside, c'est pas forcément la tête, c'est les tripes. Et les tripes, en ce moment, moi je suis là sur le salon depuis ce matin, elles sont à la colère agricole sur le revenu agricole, sur le futur de la profession, mais également pour parler un peu de ce dont je m'occupe au Parlement européen, de ces accords de libre-échange qui font qu'il y a une concurrence déloyale. Et au Parlement européen, nous sommes 81 eurodéputés français de toutes obédiences, depuis la droite très dure jusqu'à la gauche très dure, et on refuse tous le volet agricole du Mercosur. J'étais tout à l'heure avec les producteurs de bananes, on est loin du Lot-et-Garonne, de Martinique ou de Guadeloupe. Eux, ils ne veulent pas que demain, ils ont un intrant chimique accepté sur leurs exploitations agricoles, l'incapacité pour eux à finalement avoir de l'épandage par avion ou par drone. Et en face, ils vont se retrouver avec des gens du Brésil, qui n'ont pas les mêmes règles. Et d'une certaine manière, la colère agricole, la colère des Français aux élections, mais le populisme, il est partout. Hein. Il est en Allemagne, on l'a vu ce week-end. La colère devient finalement la seule qui gouverne. Et effectivement, moi, je vous suis un peu. Bien sûr, la FNSEA n'est pas le Parti socialiste, je crois à l'indépendance syndicale. Mais ceux qui sont dans la complexité, ceux qui veulent finalement articuler d'un côté la colère et les solutions, bref, qui rentrent dans la complexité, eh bien ça s'accommode mal. Je suis à côté d'une influenceuse qui refuse ce terme. Des formats en 1 minute où il faut dire d'un coup, ben voilà, quel est le problème, quelle est la solution. Et souvent, c'est un peu plus compliqué que ça. Et ce que j'aime dans ce salon, je termine là, c'est que, ben voilà, il y a des banques, il y a des chambres d'agriculture, il y a des gens qui maîtrisent du foncier, il y a des hommes et des femmes politiques. Il doit y avoir une équipe de France pour sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes ensemble, plutôt que laisser la place à finalement l'explosion de colère. Alors, il y a un pacte avec tous vos femmes et vos hommes politiques pour refuser la concurrence déloyale des traités de libre-échange, mais c'est vrai que le reste, ça suppose plus de complexité. Et d'une certaine manière, la FNSEA, j'en termine là, elle était omniprésente à 100% dans les chambres d'agriculture, elle est présente aussi dans les agro-industries. Finalement, est-ce qu'elle n'a pas perdu un peu son rôle de défense de l'agriculteur? Est-ce qu'elle ne s'est pas un peu perdue dans toutes ces diversifications? Je pose la question sans y répondre. Alors, je précise que Sophie n'est pas une influenceuse. Elle fait, voilà, elle veut pas, et ça y est, maintenant c'est parti, tu es une influenceuse. Mais bon. Alors, par contre, on va parler. François, vous n'avez pas vu le titre, mais le titre c'est Mercosur, le combat perdu, point d'interrogation. Moi, j'ai envie de dire, mais il faut mieux leur dire aux agriculteurs que le Mercosur, il va être signé, il va être ratifié, on va l'avoir. Avant Trump, on avait de fortes chances de l'avoir. Depuis qu'il y a Trump, on ne va pas se fâcher avec l'Amérique du Sud. On va être fâché avec tout le monde. Enfin, donc globalement, ça va être gagné. Alors, il faut dire la vérité. C'est un devoir pour moi d'homme politique. Au Parlement européen, nous les Français, nous sommes très minoritaires sur le refus du traité du Mercosur. Et là encore, je dis la vérité sans phare. Nous avons les Espagnols qui pèsent énormément pour signer ces accords parce que tous ces pays de l'Amérique latine parlent la même langue. Ils ont un passé ensemble. Et finalement, le libre-échange, le commerce a raison de l'agriculture. Et je vais même le dire d'une formule très simple pour que chacun comprenne les enjeux. Eh bien, d'une certaine manière, ce Mercosur, c'est quoi? C'est d'aller vendre des voitures allemandes en Amérique latine contre le fait de sacrifier l'agriculture, alors souvent française, mais pas que, européenne. Et là où on a presque perdu le match, mais on va se battre parce qu'on est le dernier village gaulois, et on sait que les Gaulois, impossible, pas français. Eh bien, c'est cette affaire de Trump. À partir du moment où Trump déterre la hache de guerre commerciale, eh bien, dans l'Union européenne, vous avez beaucoup de mal à dire qu'on va refuser finalement cette zone de libre-échange. Moi, je refuse le terme. De 700 millions de consommateurs. Ils disent les marchés américains nous sont fermés, finalement, eh bien, nous aurons ce Mercosur pour compenser. Et nous disons que nous n'avons pas, je l'ai dit, je ne vais pas être très long, à finalement accepter les normes plus basses qui sont les leurs. Par exemple, sur les viandes bovines, il n'y a pas la filière ici, mais enfin, on produit du bœuf dans des fermes-usines au Brésil qui sont le produit de la déforestation et dans lequel il y a des hormones de croissance. Est-ce qu'on va accepter, nous les Français, avec le modèle qui est le nôtre, d'avoir des onglets de bœuf qui viennent dans les restaurants, des onglets piécés et qui ont de l'hormone de croissance? Voilà l'enjeu pour notre santé
Mais c'est vrai que cet enjeu-là, il est difficile à faire entendre. Et je remercie l'ensemble des syndicats agricoles qui se sont mobilisés. Et croyez-le, jusqu'à la dernière goutte de notre sang, on va se mobiliser pour obtenir cette fameuse minorité de blocage. Mais c'est vrai que le combat est déséquilibré, je ne peux pas le mentir. Mais vous voulez parler? Alors certes, je voulais dire que d'accord, le Mercosur c'est un souci. Mais déjà, avant de parler du Mercosur, regardons ce qui se passe chez nous en France et chez nos voisins. Nous sommes en Europe, nous parlons Europe. Regardez les contraintes que nous avons, producteurs en France. Hein, on produit avec... déjà, on a des gros problèmes de compétitivité, que ce soit au niveau phyto, au niveau fiscal, au niveau législation. On est tous assommés. En France, nous sommes les rois de la surtransposition. Alors, avant de parler... Je sais que le Mercosur, ça va mettre un gros bazar, pour rester poli, parce qu'on a nos céréaliers, on a nos filières avicoles qui sont très mal, puisque tout arrive plein pot. Mais déjà, regardons ce qui se fait chez nous. Et je veux dire, on est très mal. Depuis 2018, on est sur la pente descendante, et là, on s'approche du mur, et personne ne fait rien. Alors, on va avoir une... non, personne ne fait rien. Depuis 2018, je suis désolée, on nous avait dit... pas de suppression sans solution. On nous a supprimé les solutions et on n'a pas de et on n'a plus rien. On n'a plus rien. On est dans des impasses techniques. Donc je pense que le problème phyto, c'est un gros souci. Le problème des cotisations exploitants, parce que la MSA, enfin regardez comment on se fait peler. Hein. C'est vous la MSA, hein? Oui, c'est moi la MSA, oui, mais pas que. Mais enfin, on a des choses à faire. C'est les agriculteurs qui décident. C'est les agriculteurs qui ont décidé. Bon, alors peut-être qu'il faudrait le revoir ce truc parce que c'est vieux. Donc il y a plein de choses à dépoussiérer. Il faut vraiment qu'on reprenne notre truc en main. Enfin, notre avenir, on doit le reprendre en main. Producteurs, on ne doit pas se laisser dicter. On ne doit pas se laisser enfoncer. Là, on est là et si on va nous appuyer sur la tête, on va se retrouver sous l'eau. Donc en fait, il ne devrait pas y avoir de guerre de syndicats. On est tous avant tout des paysans et on doit tous faire front commun. On a besoin d'avoir un front commun si on veut vraiment... Et le front commun n'existe pas. On a réuni tous les syndicats ici autour de la table sur la question de l'export. On leur a posé la question par rapport au Mercosur notamment. Déjà, il y a des filières qui ont envie du Mercosur, il faut le dire. Enfin, c'est pas que la photo politique non plus. Il y a des filières qui ont envie d'exporter et qui voient le Mercosur comme une opportunité. Et selon les syndicats, il y en a qui sont clairs, il y en a d'autres qui sont un peu moins clairs. La coordination rurale dit, par exemple, on se nourrit et tout ce qu'il y a au-dessus, on l'exporte. La FNSEA dit quoi? Sur le Mercosur. Non, sur la politique d'export. Elle dit on est une grande puissance exportatrice. Oui, mais je peux parler de mon département. On produit du cognac, par exemple. 98% du cognac est exporté. Aujourd'hui, si on dit non aux exportations, on est mort. C'est 70 000 emplois sur le département, sur les 2 départements des Charentes, qui sont directement liés au cognac, plus toutes les filières et tout ce qui tourne autour. Donc voilà, il faut aussi... Et surtout que là, vous sentez que les belles années sont peut-être derrière vous. Avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, on est très inquiet pour la filière. Donc là aussi, on demande au gouvernement d'agir. Mais on ne pourra pas gagner sur tous les sujets. Il faut équilibrer. Et voilà. Mais moi, ça ne me fait pas plaisir de manger du poulet aux hormones, ou enfin du poulet lavé ou à la javel, etc. et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il faut se dire que dans le monde agricole, la position n'est pas unie. Au niveau géopolitique, avec l'élection de Trump, c'est de moins en moins gagné. Et effectivement, il va falloir se battre dur. Il faut qu'on se batte dur. Il faut aussi que la réglementation évolue. Alors, vous avez évoqué un point, et votre voisin va sans doute parler, je ne veux pas accaparer la parole, mais c'est la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'est vrai que, par exemple, même au sein de l'Union européenne, parfois on a l'impression de ne pas se battre avec les mêmes armes du côté de la péninsule ibérique. Mais c'est pas parfois, c'est tout le temps. Voilà, je dis gentiment. Et moi je suis sur la commission des transports, mais je peux vous dire que par exemple les Espagnols, quand on dit on va faire tout passer par le train pour décarboner, ils défendent le camion parce que le combo entre les fruits et légumes qu'ils produisent et les camions qui viennent sur l'autoroute A9, l'autoroute A7, inondés de productions qui ne sont pas dans les mêmes normes que nous. Puis la qualité du réseau, voilà. Du service ferroviaire, il faut le dire aussi. Voilà, alors je ne veux pas être très bonne. Puisque vous avez chacun un beau logo sur sur vos vestons, sur vos blousons. Et fiers de nos logos. Et fiers de vos logos. Et je pourrais en mettre un aussi. Je veux dire aussi que la bataille n'est pas perdue. C'est-à-dire que la Pink Lady, elle ne vient pas de chez nous, mais elle est produite chez nous, à l'origine.
Je veux dire que les labels sur les fraises et la qualité de la fraise, tous les Français savent qu'une fraise française n'a rien à voir avec une fraise espagnole, une fraise marocaine. Mais Donc ça, je veux c'est dire clair. qu'il faut aussi se battre pour la qualité et faire des consommateurs, y compris ceux qui sont à l'euro près, des alliés. Et c'est possible, me semble-t-il. Et ça veut dire d'être à la pointe de l'innovation agricole aussi. On va arrêter de parler politique. Parce que on veut parler produit. On parle bière déjà. Oui, on a envie de vous entendre. Allez, on parle bière. La brasserie Amara, c'est une belle histoire. Eh ben, la brasserie Amara, c'est une belle histoire. C'est une reconversion pro, moi, et issu du milieu de la restauration au démarrage. L'ouverture de la brasserie il y a quelques années. Et cette année, pour le salon, un brassage d'une bière qui ressort le visuel de l'ancienne brasserie de ma ville de Bar-le-Duc et qu'on a mis à l'honneur pour renouer un peu avec le passé brassicole de la Meuse et montrer notre savoir-faire de notre région. Bon, et je l'ai goûtée et elle est bonne. Et puis la Meuse, parce qu'il y a une dynamique qui s'est mise en place aussi. Ben, la Meuse, ouais, on a un département qui a été un peu dépeuplé à un moment, c'est toujours un peu le cas, mais on a des jeunes qui sont partis de chez nous, qui reviennent maintenant parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai cadre de vie qui est plus qu'agréable. Et on a des petits producteurs des terroirs qui se remettent en marche, que ce soit sur la bière, le fromage, les produits viticoles, où tout le monde commence à monter un peu en gamme et du coup on a un catalogue qui s'est étoffé et c'est plutôt sympa. Oui. Et vous en êtes où aujourd'hui? Vous êtes tiré d'affaires, tout va bien On n'est jamais tiré d'affaire. On a eu un été très compliqué l'an dernier. Alors moi, je ne suis pas agriculteur, mais on est quand même météo dépendant. L'été dernier, une saison très compliquée. Pas mal de concurrence et des prix énergétiques et de l'emballage qui sont envolés. Mais là, on espère un bel été et puis que ça reparte normalement. Et s'il y a un point qui vous énerve, quelque chose sur lequel vous dites ça serait tellement mieux si cela n'existait pas, ça serait quoi? Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, moi. Donc si vous voulez, les choses négatives comme ça, j'oublie. Je vais plutôt me concentrer sur ce qui va bien. C'est bien, Il vous faut juste pourriez- un bel été, ça ira comme ça. Bon, ok. À vos côtés, on va parler de la belle histoire de Pink Lady qui est née il y a quelques décennies. Ou alors, petite correction quand même. Parce que, alors, la Pink Lady, certes, est née en Australie en 73. Mais elle est plantée en Europe et particulièrement dans son bassin d'origine en France depuis 1994. Donc ça fait 30 ans. Et aujourd'hui, Pink Lady, c'est un collectif. Alors, j'étais un peu gêné dans le débat en fait, sur le Mercosur, etc. Parce que si vous prenez Pink Lady, qui est un collectif de producteurs, aujourd'hui, on est produit sur 3 bassins nationaux, que sont la France, qui représente à peu près 50% de la production, l'Italie, 45%, et 5% l'Espagne. Donc je dirais qu'il y a 30 ans, ce sont les producteurs et les pépiniéristes qui ont créé un vrai modèle de collectif de production européen. Bien. Alors, juste, je voudrais revenir quand même sur la problématique qui, au-delà en fait, des aspects politiques, c'est juste comment est-ce qu'on peut redonner de la capacité d'action aux producteurs français. Et c'est vrai qu'il y a la problématique phyto, il y a la problématique réglementaire, il y a la problématique des certifications. Et aujourd'hui, on est peut-être arrivé en fait, à une espèce de schizophrénie en fait, de la certification qui fait que, jusqu'à pas longtemps, la certification permettait aux producteurs de s'engager dans une voie de progrès. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, le producteur passe un temps énorme à passer des certifications qui, finalement, d'un point de vue technique, qualité en fait, de sa production, ne le fait pas progresser. Bien. Pour revenir en fait, sur Pink Lady, et là où je ne suis pas très à l'aise, parce que c'est que nous, aujourd'hui, 75% de notre production est exportée. Donc, ça veut dire que nous sommes en capacité, en France, en Europe, d'avoir des modèles où le producteur est un élément essentiel, cardinal en fait de l'organisation. Parce que nous, quand on se lève, on est 40 salariés à travailler à Pink Lady Europe, qui est une association loi 1901 à but non lucratif. Nous, quand on se lève le matin, notre seul objectif, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour défendre le retour de la rémunération aux producteurs. Et pour ça, et parfois je sais que c'est perçu comme étant un peu vulgaire dans notre beau monde des fruits et légumes, mais on travaille Pink Lady comme une marque de grande consommation. Pourquoi ? Parce que, je ne cesse de le dire, nos concurrents, c'est pas les pommes, c'est pas les fruits. Nos concurrents, c'est les produits de snacking, c'est les yaourts, c'est les desserts lactés. Donc c'est tous ces produits qui sont, voilà, c'est des produits de grande consommation. Donc c'est soit on se résigne à voir la catégorie pommes perdre du volume des consommateurs d'année en année, et ça dure depuis 15-20 ans, soit on se dit, on s'organise,
on gère de la data, on gère de l'IA, on gère des moyens de production en amont, on gère de la recherche. On a signé en janvier une chaire agricole, une chaire d'entreprise avec la fondation de l'Institut Agro de Montpellier. Mais on se donne juste les moyens. Mais à un moment, il faut aussi que l'État, d'une manière générale, nous donne un petit peu d'oxygène pour nous recentrer sur ce qui fait le propre de notre métier. Parce que, François, si vous avez marre d'être député européen et que vous avez envie d'acheter un petit verger et de mettre des pommiers dans ce verger, vous n'êtes pas du tout certain de pouvoir faire la Pink Lady. Parce que, non, si vous parlez en même temps entre vous pendant l'émission, parce que je disais, si François en avait marre d'être député et qu'il voulait devenir producteur de pommes de Pink Lady, c'est pas gagné. Parce que c'est un club un peu, on ne devient pas producteur comme ça. Ah, c'est pas vrai cette image de club? Non, c'est pas un club. Non, je réfute cette image de club. Il faut être adoubé. Non, non, pas du tout. Techniquement. Alors, pas du tout. Alors, il y a les clubs de foot, etc. Il y a les clubs de ce que vous voulez, mais Pink Lady, on a appelé ça communément depuis longtemps un club. Non. Je vais être très très court. C'est un réseau de distribution sélective. D'un point de vue légal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le droit de choisir les partenaires avec lesquels vous avez envie de travailler, dès lors que vous avez des objectifs qui sont mesurables, objectifs et non opposables. Donc, si monsieur veut demain produire de la pomme Pink Lady, il devra répondre à un certain nombre de critères, et notamment sa capacité à conduire cette variété. C'est une variété un peu spéciale. C'est la première à fleurir, donc il y a le risque en fait de gel. C'est la dernière à être récoltée à partir du 25 octobre. Donc voilà, il y a une vraie technicité. Donc si monsieur répond aux critères qualitatifs, il pourra devenir. Mais donc c'est un club, c'est une organisation ouverte. Et l'erreur que nous ferions serait justement en fait de vivre en vase clos, parce que n'importe quelle organisation de producteurs ou économique a besoin de se régénérer. Et on a notamment une mission au niveau de l'arboriculture, c'est que, comme je pense dans beaucoup de pans de l'agriculture, il y a une problématique de renouvellement des générations, d'accord ? Et aujourd'hui, c'est une réalité. L'arboriculteur qui n'a pas de Pink Lady a des difficultés non seulement économiques, a des difficultés pour aller chercher des prêts, etc. Donc non, on n'est pas fermé, au contraire. Oui, non, mais moi, ma réaction, c'est que depuis ce matin, j'entends, un peu comme madame, c'est une réalité, agriculture, soupe à la grimace, on va mourir. Et là, j'entends avec vous une sorte de success story, et je ne les oppose pas, hein, mais de dire il y a de l'excellence agricole. L'excellence agricole, c'est de dire nos produits, ils sont en concurrence avec l'ensemble, hein, donc il y a un produit marketing. Et puis il y a finalement une pomme européenne, hein, où on arrête de se regarder en chien de faïence entre trois pays. On en fait un produit d'exportation. On est sauvé non pas par une IGP, c'est très bien les IGP, mais par une marque qu'on gère comme une marque. Et le succès est au rendez-vous avec le revenu agricole, vous en parliez. Alors j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin de moi, vous êtes tellement bien organisé, mais j'ai envie de vous dire, je vous invite à Bruxelles ou à Strasbourg pour faire goûter vos Pink Lady à mes collègues, les 720 députés du Parlement européen. Et ça, c'est pour le petit clin d'œil, mais c'est toujours utile. Et la bière. Et la bière, bien sûr. La Meuse, elle n'est pas loin. Et la fraise. Bah oui. Je vous invite tous, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est intéressant de montrer qu'il peut y avoir une résilience du modèle agricole. Et pas simplement en termes de protection de l'existant, mais dans une logique expansionniste, marketing, où on peut avoir, grâce à notre excellence environnementale, grâce à notre excellence agronomique et marketing, on peut avoir des marques qui gagnent, des produits qui gagnent, et qui rémunèrent les agriculteurs et qui sont européens. Et les fraises, on en parle? Alors les fraises, on peut en parler, oui. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc là, en fait, moi je suis très fière de vous présenter de très bonnes gariguettes. Mais elles sont belles. Nous sommes à cette période-là. Mais en fait, il faut savoir que ça devient quand même de plus en plus compliqué à produire. Je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas pleurer, je ne vais pas dire on va mourir, machin. On a des possibilités de fournir de super bons produits, mais enfin, il faut quand même nous aider, quoi. La moindre des choses, c'est nous donner les outils, qu'on puisse produire à armes égales. Enfin, c'est un mot que j'aime pas, le mot arme, mais pourtant c'est ça qui nous fait défaut. Donc voilà. Donc si vous nous invitez à Bruxelles, enfin, je pense que non, mais il n'y a pas de souci. On va venir, on va vous faire goûter, on va expliquer, parce que je crois qu'il n'y a pas mieux placé qu'un producteur pour expliquer donc comment il doit produire et
tout ce qu'il fait, tout ce qu'il met. On nous a sorti plein de certifications. Là, le dernier, c'est le HVE4. Donc, on a rehaussé la grille parce qu'en fait, il y a eu une grosse boulette de communication de fait dessus. Tout le monde a comparé le HVE avec le bio, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Le HVE, haute valeur environnementale, c'est l'environnement de l'exploitation, jusque-là. Et le bio, c'est la façon de produire le produit. Et tout le monde a fait cet amalgame et ça a été trop nul. Est-ce que vous considérez que vous êtes aux mêmes standards environnementaux que les Espagnols, par exemple? Et sinon, pourquoi? Mais alors, de facto, on est largement au-dessus. On n'a pas les mêmes molécules, on n'a pas les mêmes interdictions. Donc forcément que notre environnement, il est bien meilleur. Franchement, enfin, la question, elle ne devrait même pas se poser. Il faut la poser quand même, mais il faut répondre. Alors je vous réponds. Que non. On a goûté des bons produits pendant ces quelques jours au concours général? Oui, tout à fait, effectivement. Hier matin, j'étais au concours général agricole. J'étais sur la catégorie des produits laitiers, et notamment des fromages de chèvre à pâte pressée. Et alors? Donc, 2 médailles de bronze décernées dans notre table. Voilà. Je ne sais pas qui sont les heureux gagnants, mais en tout cas, ils ont reçu leur médaille. Et l'éco de ferme? Éco de ferme, effectivement. Alors, il faut nous en parler un peu. Le principe, le concept. Donc, c'est un podcast agricole sur lequel je donne la parole aux agriculteurs et agricultrices sur le territoire. Je fais le lien avec ce que madame a dit. En fait, l'objectif, c'est la meilleure personne pour parler du secteur agricole. Finalement, c'est les acteurs qui sont sur le terrain tous les jours. Donc, c'est le concept, en fait, finalement. Moi, je me suis rendu compte que l'agribashing, on en entendait beaucoup parler, surtout à la sortie de mes études. J'ai fait une école d'ingénieur agronome, ENSAIA à Nancy. Et je me suis sentie souvent agacée devant les grands médias. Je me suis dit, mais il n'y a personne qui va vraiment au contact. On entend les personnes politisées, syndicalisées. Et je me suis dit, mais l'agriculteur qui n'a pas envie de s'investir dans ces syndicats, mais qui a envie de transmettre tout autant, on ne l'écoute pas et on ne va jamais le voir quasiment. Donc j'ai envie d'aller sur le terrain pour le faire. La démarche, elle est partie de ça. Et l'objectif, c'est de convaincre le consommateur final, parce que le consommateur final, il a un bulletin de vote tout le temps, c'est sa carte bleue au moment de passer à la caisse, et c'est ses choix de consommation. Et pour moi, si on n'investit pas le consommateur dans la démarche, on perd tout. Le syndicalisme ne sert à rien, la politique ne sert à rien. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche, sensibiliser le consommateur, le faire prendre conscience de toutes ces filières, de tous les modes de production. C'est pour ça que je vais voir tout type d'agriculteurs et d'agricultrices. Et après, chacun fait son opinion. Je suis pour ce label, je suis pour ce mode de production, pour ces filières-là. Après, on n'est pas là pour juger à leur place. Ça reste une démocratie. Sophie Dias, merci beaucoup. Je remercie aussi François Calvon. Merci d'être venu. Merci surtout, vous êtes tellement brillant. Je remercie aussi Christian d'être venu pousser un peu. Merci Jean-Paul. Juste un mot si tu veux. Oui. Simplement pour dire qu'on peut être syndicaliste, on peut être élu et on peut aussi faire beaucoup de communication positive. Et c'est ce qu'on fait à travers cette marque. Donc je vous invite à venir nous rencontrer prochainement. Maxime Tronche, on va déguster cette bière de la Meuse qui est excellente. Je vous conseille vraiment. On peut même dire, comme un célèbre président de la République, manger des pommes. Voilà, et on va manger des pommes Pink Lady. Merci beaucoup Thierry. Et merci Sylvie. Et on va déguster On va déguster nos fraises. Et Monsieur Calfan, j'attends votre invitation. Je viens de vous inviter. Vous êtes invité. Il y a mes 2 collaborateurs qui sont là. À Bruxelles. Et ils vont organiser votre venue au Parlement européen. Okay. On l'a fait avec la filière vitivinicole. Et on a tenu le rendez-vous, ça s'est bien passé. Donc la bière de la Meuse, les fraises, la gariguette de la Drôme, de l'Ardèche, du Gard, il y en a du Lot-et-Garonne, parce qu'il y a 2 représentants du Lot-et-Garonne. Et la Pink Lady sont les bienvenus à Bruxelles et à Strasbourg. Le Parlement européen, c'est votre maison. Bon, on a fini cette émission. Voilà. Merci mesdames, merci messieurs. Merci. Et surtout merci à vous.